on est quasiment certain que globalement, on aura un réchauffement de plus de 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, probablement de 2 degrés. C'est déjà très important. Il faut éviter que la machine s'enraye et qu'on aille vers 3, 4 degrés, etc. Alors ça paraît très peu, 3, 4 degrés, mais il suffit de penser au corps humain. Si on a, notre corps moyen, c'est 37 degrés. Si on est à 39 degrés, ou si notre enfant, ou notre petit-enfant, dans mon cas, c'est plutôt des petits-enfants, il est à 39, on se met au lit, on appelle le médecin et on s'inquiète. Et puis le corps lui-même, voilà. Donc 2 degrés, et je vous rappelle que là c'est 37 degrés, mais la température moyenne de la Terre, elle est de 15 à 16 degrés. Donc 2 degrés rapportés à 15 degrés, c'est comme 4 ou 5 degrés pour le corps humain. Donc vous voyez qu'on n'est pas... donc il faut absolument avoir réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un des grands motifs d'émission, des grandes causes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le CO2. On ne va pas parler du méthane et des autres, le CO2. Le CO2, le dioxyde de carbone, est très largement produit, pas seulement, mais en très grande partie, par la combustion des combustibles fossiles. Charbon, gaz et le troisième, aidez-moi, charbon, gaz et pétrole. Bon. Donc voilà. Donc on cherche des énergies qui aient moins de contenu en carbone. Alors, quelles sont-elles? Il y a toutes les énergies nouvelles, éoliennes, photovoltaïques, le bois, la biomasse, l'énergie des vagues, voilà, les principales, les éoliennes et le solaire. Il y a le nucléaire, et puis il y a aussi une énergie dont on ne parle jamais dans le débat actuel, en France comme ailleurs, c'est ne pas consommer d'énergie. Ah oui, c'est pas idiot, mais voilà. Donc, la première chose à faire, c'est de se dire comment est-ce qu'on réduit la consommation d'énergie. Parce que le sous-jacent de votre question, c'est quand même que les éoliennes, d'ailleurs vous l'avez dit, ça détruit les paysages, ça peut avoir un certain nombre d'inconvénients incontestables. On peut aussi en dire la même chose pour la méthanisation ou pour le photovoltaïque. Après, quels sont les maux les moindres, etc. Mais donc, la première chose, c'est vraiment de se dire, il faut que nous réduisions la consommation d'énergie. Parce que si on veut se passer de pétrole, de charbon, de gaz, et avoir la même consommation d'énergie, et dans le projet technocapitaliste, continuer, parce que c'est quoi leur projet? On va avoir de plus en plus d'ordinateurs, on va avoir de plus en plus de 5G, et puis après la 6G, on va avoir des autos électriques, etc. On va toujours avoir plus. Donc, dans leur projet, il faut énormément d'énergie. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont vouloir nous dire? D'abord, ils vont avoir du mal à sortir du pétrole, ils n'y arrivent pas. Ils vont dire qu'il faut énormément d'énergie renouvelable, énormément d'éoliennes, énormément de photovoltaïque, énormément de tout ça. Et puis, beaucoup de nucléaire, et donc vous aurez à la fois énormément de tout. Et donc, non seulement vous aurez votre dégradation, enfin pas votre, pardon, excusez-moi, une dégradation des paysages très importante, si on ne met pas de limite à la consommation énergétique. On aura ensuite le nucléaire. Alors, si vous voulez, je suis assez expert là-dessus, donc on est parti pour une demi-heure de discussion, on ne va peut-être pas orienter le débat là-dessus, mais voilà, mais en fait, avec là aussi beaucoup d'inconvénients. Et on n'est même pas sûr, pour différentes raisons, d'arriver à temps de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre. Donc l'enjeu essentiel, c'est de retourner la situation, de dire qu'il faut se fixer comme objectif qu'on va vers la sobriété. Une société écologique et juste, elle est dans la sobriété. Ce n'est pas normal que, vous avez peut-être vu passer un travail récent du World Inequality Lab, c'est justement l'école de Piketty, Chancel, etc. Il y a de plus en plus des inégalités, et ce que l'on sait bien maintenant, c'est que les riches émettent beaucoup plus de CO2 que les pauvres. Donc, comment on réduit la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre? Par une politique sociale. On va aller ensemble vers la sobriété, et c'est d'abord aux riches qu'on va demander de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc moi, si je ne veux pas d'éoliennes, et je n'ai pas envie d'avoir énormément d'éoliennes, je suis comme vous peut-être, semble-t-il, eh ben, il faut réduire les inégalités. Après, on réfléchit ensemble. Et après, on aura besoin d'énergie. Ben là, oui, on aura des éoliennes, on aura du photovoltaïque, et après, on va discuter. Est-ce qu'on met des éoliennes partout? Est-ce qu'on les fait sans demander l'avis aux gens? Est-ce que c'est mis en œuvre par des sociétés capitalistes qui visent le profit? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Est-ce qu'un éolien fait par une coopérative de citoyens et de citoyennes, c'est pas mieux? Etc. Le photovoltaïque, est-ce qu'on a vraiment, c'est la bonne méthode de mettre
des grandes centrales photovoltaïques qui vont manger des dizaines d'hectares, alors qu'on a besoin d'agriculture, qu'on a besoin de biodiversité, qu'on a besoin qu'il faut stopper l'artificialisation des champs. Est-ce que c'est la bonne méthode? Donc on va aussi discuter, mais on aura besoin de photovoltaïque. Les éoliennes, il y a des éoliennes en mer. Est-ce que c'est intéressant? Il y a des éoliennes flottantes qui commencent à se développer. Est-ce que ça, il ne faut pas mettre le paquet là-dessus? Vous voyez, c'est toutes ces questions qui vont se... Et nucléaire, je peux vous en parler longtemps aussi, mais je ne voudrais pas prendre le truc. Mais en gros, ce n'est pas la solution. Et puis, j'essaie d'être là aussi rapide, mais je ne le suis jamais assez. La question de Romain Loiseau, pourquoi est-ce que le développement durable, c'est une arme sémantique? Alors, on l'entend moins, ils ont tendance à dire en ce moment transition écologique, transition. En gros, le développement durable, c'est une notion qui est née dans les années 80, à la suite du rapport Brundtland en 1986, en s'appuyant d'ailleurs sur un concept posé par un philosophe extrêmement important, Hans Jonas, qui, dans le principe de responsabilité en 1979, nous a fait comprendre, entre autres choses, l'enjeu des générations futures, c'est-à-dire qu'il fallait penser la question politique, et lui, il y avait un point de vue par rapport à l'écologie, bien sûr, en considérant les générations futures. Ce qui jusque-là n'avait jamais vraiment été fait. Et donc, dans cette idée, notamment, le développement durable a été posé par la commission Brundtland en disant, pour les générations futures, il faut prendre vraiment en compte la question environnementale, mais en l'équilibrant, et en fait, il le pensait beaucoup par rapport aux pays du Sud, et pas par rapport aux pays riches du Nord, mais il faut que les pays du Sud puissent se développer. Donc il faut qu'on arrive à faire un développement durable, un développement des pays du Sud, mais qui soit durable au sens où ils prennent vraiment la question environnementale en compte. Et le troisième pilier du développement durable dans le rapport Brundtland, c'était la question sociale. Et en fait, ça a été peu à peu saisi par les dominants, je les appelle dominants pour faire simple, pour vider de sa substance la question écologique. Et de dire, on fait du développement durable. Et donc, développement durable, ça veut dire qu'il faut préserver l'économie. Et donc, chaque fois qu'il y avait une contestation écologique, ils vont dire, ah oui, mais on va faire du développement durable, donc il faut préserver l'économie. Alors, on va faire un peu d'environnement. Et au passage, ils oubliaient le social. Ils oubliaient que la question, c'était essentiellement par rapport aux pays du Sud, mais il n'était pas question que les pays du Nord se développent. Et donc, d'une certaine manière, le développement durable est devenu une espèce de concept mou qui était employé à plein régime, jusqu'à ce qu'il y ait un choc sémantique qui soit intervenu assez précisément en 2003, avec le concept de décroissance. Non, on sort du développement durable, là le mouvement écologique commence à se rendre compte, mais on s'enferme dans cette histoire, alors que c'est radical l'écologie, et donc non, il faut aller dans la décroissance, qui fait toujours débat, ça reste toujours un mot obus, comme l'avait dit Paul Ariès, de ceux qui l'ont promu, et voilà, mais la question de la croissance reste toujours là. Donc voilà, c'est une arme sémantique. Et en fait, on a beaucoup de ces mots-là. Même transition écologique devient un peu problématique parce qu'en fait, à la fois, il nous parle de rupture, par exemple Macron, et c'est pour ça que, vous voyez, vous disiez le capitalisme soft, moi je dis presque l'inverse. Et non seulement on a avec Macron, c'est un précipité presque pur du technocapitalisme dont je vous ai parlé. Que tous les concepts et toute l'attitude de Macron, de M. Macron, c'est exactement l'idéologie technocapitaliste. Et même dans ce côté apartheid, quand il a dit il y a les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien, là on a vraiment, il y a le surhomme et la classe inférieure. Et donc lui, ils vont dire rupture, mais rupture pour les réformes de la retraite, etc. Mais en revanche, pour l'écologie, il faut aller doucement, il faut faire la transition, c'est peut-être l'inverse qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut faire une transition, enfin je ne sais pas comment dire, mais en revanche, il faut réduire les inégalités, c'est là qu'il faudrait aller plus fort, etc. Donc voilà un peu ce que je peux dire en termes d'armes sémantiques. Et effectivement, les mots sont vraiment importants. C'est par ça qu'on se fait souvent berner sans presque s'en rendre compte. Allez-y. Non, on parle d'urgence climatique. Et là, on voit ça va mettre un certain temps quand même à pouvoir éduquer les gens justement pour aller vers la sobriété. Il y a telle différence entre la classe très aisée en France et la basse qu'on se demande comment on va pouvoir éduquer les gens à la sobriété. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, outre le fait d'éduquer les enfants, mais je pense qu'on ne peut pas attendre. Il faut vraiment mettre en place vite.
Déjà, moi je dirais, c'est vraiment une question qui est... D'abord, déjà on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont par nécessité dans la sobriété. Quand on gagne moins du SMIC, qu'on a 2 enfants, on est dans la sobriété. Parce que simplement, comment on boucle la fin du mois. Par l'obligation. Et donc, il y a les taux de pauvreté en France, c'est de l'ordre de... Ça augmente, c'est 15%. Donc il y a déjà des gens qui ne sont même pas dans la sobriété, ils sont dans la pauvreté, quoi. Ces questions-là, ils ne peuvent pas se les poser. Après, on va dire, il y a... quels gens, finalement? On va dire, c'est les classes moyennes. Alors, moi, je vois... Et là, du point de vue du journaliste, et qui a peut-être tendance à accorder trop d'importance aux médias, mais comment on peut parler d'éduquer à la sobriété quand tous les jours on a de la pub? Moi, j'ai la chance de ne pas avoir de télé ou de ne plus avoir de télé. Donc, mais quand je retombe sur la télé, j'en ai vu l'autre jour, mais j'étais France 2 même, en principe service public, la longueur du tunnel de pub, pour passer de telle à telle émission, j'étais halluciné. Je me dis, mais quand est-ce que ça va arrêter? C'est 2, 3, 4 minutes, et il y en a plusieurs fois. Donc, vous voyez, comment est-ce qu'on peut faire? On a un problème tant qu'on accepte la publicité. Et donc, la publicité à la télévision, c'est le plus puissant, à la radio. Moi, j'écoute plutôt France Inter le matin, ou les radios de service public. Même maintenant, à France Inter, on a de la publicité. Si vous écoutez RMC, RTL, ou Europe 1, moi, j'écoute plus. Maintenant que ça appartient à Bolloré, donc c'est quand même plus possible. Il faut faire des choix dans la vie. Voilà, c'est RTL, il peut y avoir des émissions intéressantes, ou RMC, on est d'accord ou pas d'accord, mais enfin, bon, on peut écouter, il ne faut pas être borné. Mais alors la pub, c'est le tunnel, quoi. Vous allez dans le métro à Paris, maintenant ils ont mis des trucs vidéo, dans beaucoup de gares RER, ou en tout cas de gares. Donc, vous voyez, ça devient difficile. Donc déjà, avant de parler d'éducation à la sobriété, est-ce qu'on peut lutter contre la publicité? Et là, ils résistent, mais comme ça. Même les limitations qui devraient être les plus évidentes, c'est les bonbons pour les enfants. Interdire les publicités pour les bonbons ou les aliments qui visent les enfants spécifiquement, je crois que c'est pas réussi, ça n'a pas réussi à passer. Donc vous voyez, moi c'est ça la première question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on contrebat la publicité? Et en plus, il y a une autre difficulté, c'est que la publicité, beaucoup de médias vivent très largement de la publicité. Des médias comme Reporter, ou comme Mediapart, ou comme Arrêt sur Image, ou comme Le Monde Diplo, ou comme il y en a quand même quelques-uns, mais qui vivent sans publicité, tous ensemble, comparés à TF1, on est une petite... Vous voyez ce que je veux dire? Donc la publicité, c'est aussi le problème, c'est que les médias en dépendent, donc ils ne peuvent pas critiquer la publicité. Ils ont même du mal à dire qu'il faudrait aller pour la décroissance et la sobriété. Parce que, voilà. Mais quand même, malgré tout, on pourrait se dire, on s'est habitué à... comment dire ouais, c'est pas facile, on s'est habitué à avoir la télé, l'écran plat, le téléphone portable, le micro-ondes, voilà, on a tous, on sait le voyage de temps en temps, ah oui, j'étais là, et là, en avion, c'est pas cher quand même. Enfin voilà, on est, je ne mets personne mal à l'aise, y compris moi-même, pris dans ce truc, quoi. On dit, tu pourrais consommer moins, tu pourrais faire gaffe, etc. Donc comment est-ce qu'on fait, sachant qu'on s'est habitué, c'est devenu de la culture, quoi. Et que par rapport même à nos parents, moi je me rappelle dans les années 60, ils vivaient, je me rends compte que par exemple, moi je vis mieux, sans avoir eu un statut très différent de mon père, je vis mieux que mes parents. Et mes enfants vivent mieux sans doute que moi quand j'étais petit. Et je pense que c'est pareil pour la classe moyenne ou la classe moyenne supérieure. Donc celle-là, et qui est le cœur un peu de la société, le moteur, indépendamment des dominants, comment est-ce qu'on arrive à changer ça? Honnêtement, je ne sais pas très bien. Je sais pas très bien. Peut-être en répandant beaucoup les idées, c'est pour ça que Pierre Rabhi, il a été très discuté. Moi, je trouve qu'il est décédé récemment, vous savez. Il avait dit quelque chose de très fort. C'est lui qui a dit la sobriété heureuse. Il avait répandu cette idée, qu'on peut réussir à vivre avec plus de simplicité, avec moins de choses. Et donc, la question déjà que la question de la sobriété, elle soit maintenant vraiment sur la place publique, c'est intéressant, quoi. Ça nous oblige à réfléchir. Mais fondamentalement, pour moi, c'est plus une question politique que de convaincre les gens. Parce que vous voyez, c'est les riches et la publicité qui posent le problème.
parce qu'il y a aussi, je suis un peu long, mais dans comment les riches détruisent la planète, je vous fais en express, mais je me suis beaucoup appuyé sur une théorie d'un économiste de la fin du 19e siècle, Thorstein Veblen, qui avait développé la théorie de la rivalité ostentatoire. Et je voulais très rapidement, mais l'idée de base qu'il avait, c'était que les personnes de la classe supérieure sont un peu un modèle de mode de vie pour ceux qui sont juste en dessous. Et que ceux qui sont juste en dessous, ils sont aussi un modèle du mode de vie sur ceux qui sont juste en dessous, etc. etc. Et donc, on est tous un peu inspirés par la façon de vivre. Ah ben ils prennent l'avion pour aller aux Seychelles, ou ah ben quand même, moi je prends Ryanair, je vais aller passer le week-end à Prague pour 40 € ou à Barcelone. Vous voyez, on est un peu dans ce... Et donc c'est pour ça que la question de l'inégalité, elle est vraiment importante, parce que du coup, plus vous avez une inégalité, plus les gens riches au sommet développent, et de fait ils le font. Par exemple avec les SUV, les grosses voitures, ben, ils projettent un modèle de comportement qui se diffuse dans toutes les sociétés, presque jusqu'en bas, et comme ils développent un modèle de surconsommation, eh ben, toute la société est tirée vers cette surconsommation. Donc voilà. C'est insoluble. Bonjour à tous. Pas facile avec le masque de parler. Moi, c'était sur ce que nous subissons, si je peux dire, en Seine-Saint-Denis. On voit bien que un certain nombre de projets qui sont mis en œuvre sont portés par la loi olympique ou la loi de la métropolisation, pour montrer bien ma cible. Les Jeux Olympiques, essayez de parler un peu plus fort. Par la loi olympique ouais. ou la métropolisation, ouais. c'est-à-dire les grands projets où on s'occupe de personnes. Ces projets-là sont portés par le président du conseil départemental, particulièrement qui est porte-parole de Madame Hidalgo. Et en même temps, on voit bien que ces projets amputent, dégradent profondément la qualité de vie des gens, des populations